Bonjour à toutes les intuitives, c'est Cécile et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui est une réponse au tag de Yéna. J'avais très envie de vous partager ça. C'est le Tarospection ou Tarospection, je ne sais pas comment on dit. Elle a proposé ça il y a quelques temps là sur sa chaîne et je trouve ça très fun à faire. Donc on va le faire ensemble, on va répondre à 10 questions. L'idée c'est de sélectionner des cartes dans les jeux de tarot pour pouvoir partager autour de ça. Et puis je trouvais que c'était l'occasion aussi de mieux nous connaître à travers ce tag. Et merci Yana pour ces belles propositions. J'ai très plaisir à les faire, ça m'amuse et je trouve ça fun de sortir les cartes comme ça. Magnifique tapis de tirage de chez Brindel, au passage. Je vous mets la référence en note si vous avez envie de vous en offrir un. Et c'est parti tout de suite pour la première question du tag de Yéna. Si votre cheminement avec le tarot était un roman, quelle carte serait la couverture et pourquoi? Sans aucune hésitation, c'est le Rosabelle qui est venu avec ce valet de coupe ici. Je te montre la carte ici, hop, valet de coupe. Dans son jeu, Yéna dit que c'est Alice au pays des merveilles et moi je trouve que c'est Dorothy dans Le Magicien d'Oz avec Judy Garland et c'est tout de suite ce qui m'a évoqué. Donc si mon cheminement avec le tarot était un roman, eh bien ce serait Le Magicien d'Oz. C'est un super film, c'est un roman à la base mais moi je n'ai vu que le film, je n'ai pas lu le livre, j'ai vu le film d'origine, donc de 1939, un truc comme ça. Et j'adore cette histoire, je trouve ça magnifique le voyage qui est fait, il y a plein de possibilités, de suggestions, c'est onirique à souhait, c'est métaphorique, enfin bon bref, moi le magicien d'Oz, j'adore ça, et donc ouais, Dorothy du magicien d'Oz sur son chemin, c'est super chouette, donc voilà. Donc pour moi, c'est clairement Dorothy, hein. C'est pas du tout Alice au pays des merveilles, mais après, ça qui est chouette dans le tarot, c'est qu'on peut vraiment prendre ce qu'on veut des cartes, analyser ce qu'on veut. Donc valet de coupe de Dorothy et du magicien d'Oz, si mon cheminement avec le tarot était un roman. Ce qui correspond bien, hein, partir à l'aventure, se confronter à ses peurs, aller chercher d'autres vérités. Voilà, il y a plein de choses dans ce roman et j'adore ça. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, si vous pouviez mélanger deux jeux de tarot pour créer le deck ultime, lequel choisiriez-vous? Alors, lesquels? Donc j'en ai choisi deux ici. Donc j'ai sorti mon tarot de Marseille Madénier, donc sans surprise, hein, un tarot de Marseille en base, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette à côté? J'ai pris le Madénier parce que il sent bon le vieux tarot de Marseille. Voilà, c'était le jeu qui était avec le livre de Marianne Costa. C'est pas un jeu que j'utilise beaucoup dans les tirages, mais par contre, je m'en sers énormément pour faire mes études du tarot de Marseille. Quand me prend l'envie, je le sors sans problème. Et je te dis, il sent bon l'ancien, il sent bon la tradition du Marseille. Et j'aime beaucoup ce tarot, donc voilà, je l'ai mis ici parce que ça sert de base. Tu vois, la lune, elle est super belle. C'est pas le plus joli Marseille, mais je sais pas. Il y a un truc avec celui-là qui fait que je l'aime bien. Voilà. Bon, après, c'est pas une vieille édition, hein, c'est une édition assez contemporaine. Voilà, et le dos des cartes est comme ça, mais c'est pas forcément celui-là à proprement parler, c'est que c'est juste le tarot de Marseille, avec un 8 de denier pour démarrer. Tu vois, ah bah tiens, on va mettre la reine d'épée avec le 8 de denier, elle est venue comme ça. Et à côté, qu'est-ce que j'ai? À côté, j'ai le tarot de la forêt enchantée, qui est un tarot que j'adore absolument. C'est vraiment un de mes tarots to go, celui-là. Donc c'est une base Rider-Waite-Smith. C'est un tarot qui est basé sur la roue celte, la roue des saisons celtes, des saisons païennes. Donc on y parle de Beltane, on y parle de Samhain, Samhain, enfin bon bref, je ne sais pas comment on dit. On y parle de toutes les fêtes païennes de la roue de l'année. Ils sont bons les forêts par ici. Moi je suis en Bretagne, tu sais qu'on a Brocéliande pas très loin. Et voilà, donc tu vois, il y a des menhirs, des mégalithes, il y a des légendes
celtes dedans, des animaux de chez nous, l'hermine. Voilà, donc moi c'est un tarot qui me parle énormément, celui-là, et vraiment à tout point de vue. Et donc, si je pouvais faire un truc, c'est que je mêlerais ce tarot-là avec le Marseille. Et c'est l'idée que j'ai depuis un moment d'ailleurs, de pouvoir créer quelque chose en lien avec le Tao. Et donc le Tao, c'est toute la philosophie chinoise, mais je suis pas, comment dire, je suis pas très liée à l'imagerie de la philosophie chinoise. Ce qui m'intéresse justement, c'est la philosophie en elle-même, avec tout ce qu'il y a sur la roue de l'année, l'énergétique et tout ça. Et donc je travaille le Tao en lien avec le tarot de Marseille, parce que c'est plus facile pour moi d'y mettre du Tao, parce que si je restais sur du Rider-Waite-Smith, j'arrive pas, j'arrive moins à faire des parallèles entre le Tao et le Rider-Waite-Smith. Et donc pour en venir où, que celui-ci, c'est une base Rider-Waite-Smith, mais avec toutes les correspondances de tout ce qui est la culture celte. Et je trouve, tu vois ce magnifique arbre de vie ici, je trouve, en cheminant avec mes études, qu'il y a énormément de similitudes entre comment dire, la roue de l'année celte et ce que propose la philosophie du Tao. Donc les deux pour moi sont une super combinatoire. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse d'aller explorer ça, tu peux suivre un petit peu ce que je vais faire, parce que je vais reproposer un nouveau cycle de boussole saisonnière prochainement, qui justement propose de cheminer au fil des saisons. Donc on va cheminer de l'équinoxe d'automne au solstice d'été avec le tarot, le Tao, les énergies chinoises. Il y a aussi des liens qui sont faits avec la roue païenne, tout ça. Et donc tout ça, c'est un mix des deux. Et moi, ces énergies-là me permettent de combiner tout ce que j'aime. Donc tout l'historique celte, la philosophie qui est liée à ça, toute la philosophie du Tao, les plantes, le tarot de Marseille qui permet des interprétations incroyables. Bon bref, ce serait vraiment le deck ultime pour moi. Sachez les amis que j'y travaille, non pas que je vais créer un deck, peut-être un jour, mais ce n'est pas le projet du moment. Par contre, j'aimerais bien réaliser quelque chose qui puisse rester en lien avec les études que je fais. Donc je ne vais pas vendre tout de suite la mèche, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. Donc, tarot de la forêt enchantée et tarot de Marseille, le deck ultime pour moi, nature, rythme des saisons et histoire et philosophie. Voilà, donc ça c'est le combo ultime. Alors, attends, j'essaie de trouver une place sur ma table, parce qu'il y en a partout. Tac, tac. Ensuite, y a-t-il eu un jeu de tarot avec lequel vous n'accrochiez pas au départ, mais qui a fini par vous séduire? Qu'est-ce qui a changé de perspective? Qu'est-ce qui a changé votre perspective? C'est le Moonchild Tarot. Alors celui-ci, lui et moi, on a eu des débuts pas si faciles que ça. Je dois t'avouer, c'est un jeu magnifique. J'en ai fait une review sur la chaîne. Je vais essayer de te mettre le lien si je retrouve. Quand il est arrivé, parce que... Donc c'est un jeu que j'ai jamais souhaité vendre, hein, mais c'est un jeu qui a mis du temps à venir chez moi et je l'ai acheté chez la créatrice au Canada. Ça n'a pas été simple cette histoire. J'ai payé des frais de douane de pas possible, plus cher que le deck. Ce jeu-là, il est arrivé en 2020 hein, chez moi, je crois, fin 2020. Donc c'est un jeu que j'ai depuis 3 ans ici. Et donc au début, bah, ça a été compliqué pour l'avoir et il m'a fait un... Enfin, je sais pas, on s'est pas entendu lui et moi. J'adore les cartes, mais ça me parlait pas trop. Et puis j'étais un peu chafouin d'avoir dépensé autant d'argent pour pouvoir l'avoir. C'est un deck, très honnêtement, qui a dû me revenir, je crois, à 120 euros. Enfin bon, bref, j'étais pas contente. Donc on n'est pas parti sur des bonnes bases. Et malgré tout, ce qui s'est passé, donc il me séduit quand même et il a trouvé sa place dans ma pratique parce que... Alors attends, je te l'attrape ici, parce que dans le livret, il y a tout un travail qui est proposé autour de la lune. Il s'appelle Moonchild Tarot, c'est pas pour rien. Et donc moi je m'en sers comme mon jeu de nouvelle lune. Pas de pleine lune, mais de... Non, si, de pleine lune, pardon. On va y arriver. J'ai 2 jeux dédiés au travail avec la lune. Et donc...
Celui-ci, c'est le jeu qui est dédié à la pleine lune. Et l'autre jeu pour la nouvelle lune, c'est le Wandering Star Tarot. Et je vous ferai une review sur mes utilisations de jeu avec la lune. Donc ce que je fais, c'est que je tire les cartes avec ce deck-là sur la lune, enfin quand on est en pleine lune, pardon. Et puis dans le guidebook, je vais chercher des questions pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans mon travail. Donc regarde, attends, je vais essayer de te trouver ça. Ici, tu vois, je donne au hasard. Ah, attends, je sais pas où te trouver une page de coupe. Hop, voilà. Donc là, par exemple, page de coupe, ici, tu vois, tu as T'as des, euh, t'as des questions là, on va y arriver, pardon. Tu as des questions ici, donc comment je peux traduire mes rêves en réalité, comment je peux explorer mes propres passions et mes centres d'intérêt, tu vois, et donc en fait, voilà, tout un travail introspectif que je fais pour du journaling à la pleine lune, en fonction du signe aussi, enfin bon, voilà. Donc il a trouvé sa place, on s'est réconciliés, et je dois dire que le travail mené avec lui sur les pleines lunes est vraiment super intéressant, super efficient. Donc je suis très contente de l'avoir redécouvert, de retravailler avec lui comme ça. Et c'est le seul usage en fait dans ma pratique que je fais avec lui parce que je serais bien en peine de faire un tirage classique avec ce jeu. Parce que, voilà, je sais pas, il est magnifique, mais pour du quotidien, tu vois, il ne me parle pas. Par contre, pour de l'introspection sur tout ce qu'il y a à mettre en place avec les énergies de pleine lune, bah là, ça dépote, ça déboîte. Donc, je suis contente, voilà, comme quoi. Hein, et on aura bien mis 3 ans à faire, connaissance, enfin à faire connaissance, oui, si, à faire connaissance et à cohabiter dans le travail. Donc je suis très contente qu'il soit là dans ma pratique et je suis très contente de lui avoir trouvé cette place-là. Donc il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo sur le travail avec mes jeux à la lune. C'est prévu. Je ne sais pas pour quand, mais c'est prévu. Voilà, je remets mon petit tapis. Ensuite, si vous pouviez réellement entrer dans le monde d'une carte de tarot pendant une journée, dans l'univers de laquelle vous plongeriez-vous? Alors, sans aucune hésitation, je te sors le Urban Tarot et je crois de mémoire que je l'ai mise sur le dessus pour pouvoir te la montrer tout de suite. Oui, elle est là. C'est la carte du jugement dans le Urban Tarot. Donc le Urban Tarot est un jeu, pareil, j'avais fait une... Est-ce que j'ai fait une review? Oh non, j'ai pas fait de review de ce jeu-là. C'est un jeu qui a été créé par une personne qui vit à New York, donc qui est très urbain, Urban Tarot forcément, très atypique aussi, qui est basé sur un système TOT. L'intérêt avec lui, c'est que tu peux vraiment tout faire, lire du Rider-Waite-Smith, lire du TOT, et puis les cartes sont vraiment très parlantes. Il y a des cartes que j'aime énormément. Et alors du coup, celle-là, c'est la carte du jugement, et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai choisie. Attends, je mets ça là. Pourquoi j'ai choisi cette carte-là? Parce que on est dans cette carte-là sur Ellis Island avec les noms de toutes les personnes qui sont arrivées aux États-Unis et qui sont passées par Ellis Island. Et on voit d'ailleurs le reflet. Donc là, il y a une personne qui se promène. Alors, je n'ai plus été voir dans le livre. Je ne sais plus si cette personne a un lien de famille avec alors, la créateur ou le créatrice. La créateur ou le créatrice. Intéressant. Je crois que la personne a changé de sexe entre-temps, pendant le temps qu'elle faisait le tarot, parce qu'elle a mis 12 ans à faire son tarot. Donc je ne sais plus comment... c'est Robin Scott, mais du coup je ne sais plus si c'est il ou elle. Peu importe, quand Robin Scott a fait son tarot, il a utilisé des personnages qui lui sont familiers. Bah attends, tu sais pas quoi? Regarde, j'ai le livret à côté, on va aller voir. Et je ne sais plus si cette personne sur comment dire, la carte du jugement est quelqu'un de sa famille. Alors, tac, 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 donc Ellis Island, oui, oui, oui. Non, il n'y a pas forcément de lien a priori avec quelqu'un de sa famille. Il est question ici donc de se reconnecter au passé, enfin tu vois, il y a la personne ici du passé avec les anciennes robes qu'on avait début 20e, le sac de voyage, tu vois, je te mets tout ça en gros plan. C'est une carte que je trouve magnifique. Moi j'adore
l'histoire. Je sais pas, j'ai une passion pour ces personnes qui sont parties s'installer, s'exiler à New York au début du XXe. Il y a quelque chose qui me fascine dans cette histoire-là. Et j'aimerais tellement aller passer une journée dans cette carte pour qu'on puisse me raconter toute la vie. Enfin, toute la vie, il n'y aurait pas assez d'un jour, t'imagines bien, mais qu'on puisse me raconter la vie de ces personnes. Et puis, ce que je trouve aussi super intéressant dans cette carte, c'est qu'il y a l'Ouroboros ici sur le t-shirt de la personne. Donc, tu sais, c'est le lien de l'infini, l'éternel recommencement. Derrière, ici, il y a aussi, il dit dans son livret qu'il y a une tour qu'on appelle la tour de la liberté, avec la statue de la liberté, mais il y a aussi d'autres analogies. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour apprendre à découvrir l'histoire des gens, l'histoire de cette île, le pourquoi aller se recréer un univers, justement, dans un autre pays et tout ça, enfin rien que pour ça, j'irais faire cette traversée en bateau et j'irais connecter avec ces énergies-là. Je crois que dans ma famille, il y a des personnes qui sont parties à New York début 20e, comme on avait fait, mon grand-père avait fait un peu beaucoup, énormément de recherches généalogiques et je suis quasi sûre qu'il y a des personnes qui sont parties d'un côté de ma famille à New York et c'est peut-être pour ça que ça me fascine autant. Donc j'aurai très grand plaisir à aller passer une journée dans cette carte. Alors, ensuite, dans vos tirages, quelle carte trouvez-vous la plus changeante et versatile à interpréter? Alors j'ai mis la Reine de Coupe. Alors la Reine de Coupe, je ne l'ai pas là. Écoute, je vais te prendre le Marseille, hein, on va bien la retrouver dans le Marseille ici, j'espère qu'elle n'est pas trop loin. La Reine de Coupe, pourquoi la Reine de Coupe? Parce que elle peut être très bienveillante comme elle peut être une vraie peste en fait. Alors, je n'ai pas de Reine de Coupe ici, est-ce que je vais te la trouver? J'espère qu'elle est par là quand même. C'est une carte pour moi très versatile effectivement qui peut vraiment jouer des sentiments des gens, qui peut vraiment être perfide. Ah, Reine de Coupe ici, elle est là. Je me méfie de la Reine de Coupe quand elle sort dans les tirages. Pour moi, c'est pas l'amour inconditionnel, c'est pas forcément la femme bienveillante à tout prix. Ça dépend comment elle est aspectée dans le tirage, ça dépend dans quel contexte elle sort, les cartes qui l'entourent aussi, ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, quand elle est mal aspectée dans les tirages, je me méfie énormément d'elle parce que ça peut être signe de ragot, de cancan, de quelqu'un aussi qui manigance par derrière, de qu'en dira-t-on, vraiment de tout ce qu'il y a de plus mauvais dans tout ce qui est cachotterie, manigance, tout ça. Donc vraiment, c'est une carte pour moi très versatile et j'y fais attention quand elle sort dans mes tirages en fonction de ce qui a été demandé et comment elle est aspectée. Donc ça veut dire toutes les cartes qu'il y a autour. Voilà. Donc ça, voilà pour la Reine de Coupe ici. 6e question. Une carte qui possède des qualités que vous admirez mais que vous trouvez difficile à appliquer dans votre quotidien. Alors sans hésiter, c'est la 7 de denier. Alors je te la trouve là, donc sur le Dark Mansion Tarot et le Fifth Spirit Tarot. Le 7 de denier. Donc je te montre ici. Ici, on a un 7 de denier qui est donc un personnage qui est très content de son jardin et qui le contemple, mais en même temps, il sait aussi combien il va y avoir du travail à faire. C'est-à-dire que le 7 de denier, on est dans l'énergie des premiers efforts. Donc là, je suis vraiment en interprétation Rider-Waite-Smith. L'énergie des premiers efforts, mais de se dire il va falloir remettre la main à la pâte pour arriver vraiment à ce qu'on veut faire. Et ça, pour moi, c'est très challengeant. Oui, c'est difficile à appliquer dans le quotidien parce que ça demande de la ténacité, ça demande de la persévérance. Dans le Fifth Spirit Tarot, c'est ça aussi, tu vois, il y a cette idée d'aller chercher, donc d'aller aussi façonner son jardin, d'aller récolter, mais en même temps de continuer le travail. Tu vois, les outils sont posés, mais ils ne sont pas rangés, donc le travail n'est pas fini. Et je trouve que cette carte-là, elle est vraiment super intéressante dans ce jeu. J'ai fait exprès d'aller la chercher parce qu'on est sur des citrouilles. Pour moi, le 7 de denier, c'est une carte de passage, une carte, oui, on récolte, mais il y a quand même du boulot à faire. Et c'est comme ce qu'il y a en ce moment, c'est-à-dire qu'on est sur la fin de l'été, on récolte les fruits, mais en même temps, on se questionne déjà sur ce qu'on va pouvoir replanter. Donc de façon
métaphorique, mais aussi concrète, tu vois. Et donc, moi, je trouve difficile dans ma vie au quotidien, ça me demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à lancer les initiatives, à lancer les projets. J'ai aucun problème à faire ça, à trouver l'énergie. Par contre, à un moment donné, c'est vrai que quand le travail a été long, quand le travail a été fastidieux, c'est reconnaître, honorer les efforts qui ont été faits pour reconnaître qu'on a déjà atteint un objectif, mais aussi remettre la main à la pâte pour se dire qu'on est capable d'aller encore plus loin, de persévérance, d'avoir quelque chose d'encore plus abouti, parce que très clairement, lui, s'il fait vraiment bien son jardin, il va avoir un jardin flamboyant, alors que tu vois, il est au tout début du jardin et il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Donc voilà, ça c'est le set de denier. Pour moi, c'est challengeant. Pas irréalisable, hein, mais ça me demande du travail tous les jours. Une carte qui possède, donc ça c'est fait. Si vous pouviez ajouter un arcane majeur au tarot, quelle carte choisiriez-vous de créer? Alors là, j'avais plusieurs options, j'en avais deux qui se présentaient à moi, mais finalement, j'ai choisi la carte blanche. Ouais, carte blanche. Une carte blanche dans le tarot. Il me semble que Yéna a dit ça aussi, mais je ne sais plus si c'est pour ça ou si c'est pour une autre carte. Enfin bon, bref, pour moi, c'est ce qui m'est venu aussi assez facilement. Et autrement, une autre carte qui m'est venue, c'était aussi une carte de plante. Je ne saurais pas te dire quelle plante exactement. Ça pourrait être une carte du millepertuis ou de la rose, par exemple, qui sont des fleurs que j'affectionne beaucoup pour plein de raisons, pour leur ténacité, leur persévérance, tu vois, le millepertuis, la plante au diable, et la rose, celle qui est toute douce, mais qui a des épines. Il y a quelque chose comme ça de pareil, de totem. On dit, quand on est en arboristerie, on parle du totem de la plante. Et sur ces deux plantes-là, pour moi, il y a quelque chose de très puissant, même si ce sont des fleurs. Et je pense que ça aurait pu être une de ces deux fleurs-là que j'aurais pu rajouter au tarot pour donner l'essence de la nature, l'essence des plantes, l'essence du végétal. Et en même temps, je me suis dit, la carte blanche, c'est bien aussi parce que ça permet d'y mettre ce qu'on veut à l'instant T du tirage. Allez, hop, tu fais ton tirage et là, tu as cette carte qui sort, bah, bim, ta carte blanche, quoi. Et ça, c'est trop beau. Donc voilà pour ça, voilà pour la carte blanche. Ensuite, partagez une carte qui représente votre mantra actuel dans ta vie. Ah ouais, 8 de denier. Et j'en ai deux qui correspondent, dont une vraiment beaucoup plus. Donc ça, c'est le 8 de denier du Dark Mansion Tarot. Alors, je te montre des tarots qui sont en ce moment d'actualité dans ma pratique. J'ai énormément de jeux, donc j'ai pas été non plus fouillée dans tous les jeux. C'est les tarots du moment que j'ai sortis, hein, donc il n'y a pas non plus un truc à aller voir la collection de tarots. Mais ce que j'aime dans ce 8 de denier, c'est l'artisan. J'y vois l'horloger, j'y vois le... Tu vois, il est avec ses plans là, il est en train de tout mettre comment dire, au millimètre près pour que ça tourne bien. J'aime cette idée d'aller travailler le mécanisme, d'aller au bout de l'idée dans un travail fin d'orfèvrerie, dans ce 8 de denier. C'est vraiment le travail bien fait. Et, et en fait, pour moi, le 8 de denier qui me correspond le mieux, le plus, enfin voilà, je suis désolée, mais c'est encore dans le tarot Rosabelle, parce que franchement, c'est un vrai coup de cœur pour moi, ce tarot. Donc le 8 de denier, ici, on a une femme qui, justement, qui fait de la joaillerie, qui fait un travail d'orfèvre. Alors, je ne sais pas si elle fait vraiment de la joaillerie, mais regarde, elle est avec des pierres. Et, et au-dessus d'elle, elle a toute son énergie créative. Donc en fait, tout ce qu'elle a en tête, elle est en train de le passer là, dans les mains. Et donc pour moi, c'est vraiment voilà, deux cartes qui symbolisent parfaitement le mantra du moment. Le 8 de denier, c'est travaille ton ouvrage, travaille, mais tu vois, dans le bon sens, fais-le avec le cœur, fais-le avec ce que t'aimes. Tous les deux, là, ils sont dans un état, on dirait, de plénitude, parce qu'ils sont en train de façonner leur art. Et moi, j'ai des projets d'ambition en ce moment qui sont, comme tu le sais certainement, l'Académie Entrepreneur Intuitive pour les entrepreneurs qui veulent se développer accompagnés du tarot. Donc, pareil, je te mets le lien dans les notes de la vidéo si tu as envie d'aller expérimenter et creuser et t'inscrire à la liste d'attente. Il y a la boussole saisonnière dont je t'ai parlé juste avant. Et donc, je suis en plein dans ces énergies-là. Ça,
c'est clairement mes mantras du moment, quoi. C'est clairement ça. Et puis alors moi, je suis complètement reliée à ce 8 de denier-là, parce que j'ai l'impression de me voir dans mon orfèvrerie pour créer ces programmes-là. Voilà, et ce que j'ai envie de créer avec les intuitives. On a la 9e question, c'est l'avant-dernière. Si vous pouviez inviter 3 cartes à votre table, lesquelles seraient-elles? Je t'ai sorti 2 groupes de potes à inviter aux tables. Alors attends, là j'en ai un, mais en fait je voudrais te montrer l'autre pour commencer. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah voilà. Finalement, moi j'ai fait 2 tablés. La première, c'est avec le Fifth Spirit Tarot. Hop, tac, donc version indie ici. J'ai sorti les cartes parce que sinon on était là pendant 107 ans. Donc sans grande surprise, la première que j'invite, c'est la Reine d'épée. Et ici, dans ce Fifth Spirit Tarot, ce que j'aime avec cette Reine d'épée, c'est que, évidemment, elle est là, quoi. Elle est là, elle est posée là sur son trône, sur sa chaise. Elle a le petit papillon dans la main. Je trouve ça trop doux, quoi. Enfin, là, il y a une notion de justice aussi dans cette carte-là. Mais ce que j'aime, tu vois, c'est qu'elle a des Santiago au pied. Donc, elle a un côté... ouais, je suis là pour faire respecter comment dire, les règles que j'ai établies. Mais par contre, on peut s'amuser, il y a quand même autre chose, elle en a sous le pied, quoi. Donc voilà pourquoi j'aime tant cette Reine d'épée, donc j'ai envie de l'inviter à ma table. J'inviterai aussi dans ce jeu l'ermite. Alors l'ermite, c'est une de mes cartes préférées du tarot, mais comme la Reine d'épée, c'est vraiment une carte symbolisante pour moi aussi. Mais cette ermite-là, particulièrement, me touche parce que il me semble, dans le jeu, qu'on est sur un personnage autochtone des... Je ne sais pas si la personne elle est aux États-Unis ou au Canada qui a créé ce jeu, je m'excuse, je ne sais pas. En tout cas, un Indien autochtone. Et j'ai envie de l'inviter à ma table pour qu'il me raconte l'histoire de ses ancêtres, pour qu'il me transmette des choses, pour qu'il me raconte toutes ses histoires à lui, pour qu'il me raconte la vie, quoi. J'ai envie de l'inviter pour qu'il me raconte la vie. Et bien sûr, cette carte de la mort dans le Fifth Spirit Tarot, j'ai envie de les inviter, ces femmes, pour qu'elles me parlent de leur lignée de femmes, pour qu'elles me parlent de cette carte de la mort qui parle de renaissance, de reconstruction, de faire du neuf. Et là, toute cette lignée ancestrale, et on retrouve les petits papillons de la Reine d'épée ici. Donc il y a toute une histoire de femmes ici qui se joue. Donc tu vois, si je les retourne, on a une belle tablée quand même, avec ces femmes qui se regardent, ces femmes de pouvoir et d'ambition, et puis de pouvoir de différentes façons, tu vois, qui ont mené leur vie de différentes façons, les traditions de femmes, les transmissions de femmes. Et puis au centre, on a cette ermite avec cet Indien qui a aussi toute sa lignée à raconter. Donc moi, ça me fascine. Donc très clairement, venez tous à la table et on se raconte toutes nos lignées, tous nos partages, nos héritages. Ouais, c'est une tablée d'héritage, celle-là. Donc ça me touche beaucoup, voilà. Et puis, j'en ai fait une autre de tablée. Je suis trop contente, tu vas voir. J'ai fait une tablée avec les vilains de Disney. Ici, tu vois, avec ce jeu-là. Alors ce jeu-là, je l'ai mis en vente sur Vinted il y a quelques jours, puis finalement je l'ai enlevé, parce que j'ai envie de le garder pour me marrer avec les vilains là, pour la période d'Halloween. Et donc là, j'ai les 3 cartes et je vais te les montrer. Alors, il y a la carte de la mort, bien sûr, mais je vais te montrer ce que je les ai choisis vraiment au niveau des personnages que j'affectionne particulièrement. Donc on a le chariot avec Cruella. J'adore Cruella. C'est un de mes personnages préférés, donc déjà dans le dessin animé. C'est un de mes personnages préférés, elle est complètement délirante. C'est une femme de pouvoir aussi dans le dessin animé, et je trouve ça génial. Elle a une super voiture, elle est complètement tout feu tout flamme. Et dans le film, j'ai adoré le film Cruella de Disney, j'ai adoré ça. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il fallait qu'elle soit invitée à la table, parce qu'elle est carrément mais de feu, quoi. Cruella d'enfer, quoi. Il y a aussi Hadès, qui est mon vilain préféré de tous les temps, qui est mon personnage préféré. Il me fait rire, il me fait mourir de rire, celui-là. J'adore ce méchant.
il est intelligent, il est pince sans rire, il est futé, il a de l'humour, il est caustique. J'adore ce personnage-là. Je l'ai vraiment pris au premier degré hein, des personnages Disney. Hein. N'y voyez rien d'autre. Il n'y a pas d'autre interprétation. Je me suis fait une table des personnages Disney. Et enfin, la grande prêtresse avec Maléfique de La Belle au bois dormant. C'est un personnage que j'adore. Et là, c'est pareil, j'avais très envie de l'inviter à ma table pour faire bah voilà, ce repas d'enfer avec Cruella d'enfer, Hadès et Maléfique. J'adore ça. Donc, super combo de super vilains. Et je suis trop contente. Alors, eux, franchement, je les veux. Hein. J'adore. Elle aussi, elle est hyper intelligente. J'ai choisi des vilains très intelligents. Parce que sinon, si c'était des vilains qui étaient stupides, tu vois, il y avait par exemple, comment il s'appelait, le prince Jean, je sais plus, en roi de denier, je sais plus. Bah lui, je le voulais pas à ma table, il est pas très fut-fut, le prince Jean. Alors que là, on a des vilains qui sont vraiment premium, quoi. Voilà. Et puis avec des cartes aussi qui me plaisent. Hein. La grande prêtresse ici, donc la papesse, bien sûr. Et puis voilà, la mort, et puis on l'a vu tout à l'heure dans le Fifth Spirit Tarot et le chariot, ce sont des cartes que j'affectionne tout particulièrement. Dernière question, imaginez donner des conseils à la carte de tarot qui vous cause le plus d'appréhension. Alors ça a été très difficile pour moi de trouver cette carte-là parce qu'il n'y a pas vraiment de carte de tarot qui me procure de l'appréhension. Je suis plutôt à l'aise avec toutes les cartes, même s'il y en a qui me challenge plus que d'autres, ou quand elles tombent, je me dis mais qu'est-ce qu'elles font là, celles-là. Mais j'ai pas d'appréhension particulière. Par contre, j'ai été penser à cette carte-là qui est le 5 d'épée dans le Brady Tarot. Le Brady Tarot, c'est celui-ci. Donc, c'est un jeu qui est créé par Amy Brady. Donc, tu vois, c'est un jeu comme ça. Là, si tu le connais, c'est un jeu pareil avec des vibes amérindiennes sur les animaux, tout ça. Donc, ça, c'est top. J'adore ce jeu. Je m'en sers pour des grands tirages. Et quand je le sors celui-là, c'est qu'il y a un truc. Hein. C'est qu'on n'est pas là pour rigoler. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de fond à travailler. Donc ça va être des tirages annuels, des choses comme ça. Et donc la carte qui me cause un peu d'appréhension quand elle sort, c'est celle-ci. Donc ce 5 d'épée qui est... ce jeu est basé sur du tot aussi. Et ce 5 d'épée qui est avec cet ours polaire qui est, tu vois, plein d'épées, la défaite, elle me met mal à l'aise, cette carte, parce que qu'est-ce que j'irais dire à cette carte-là? J'irais dire à cet ours qui symbolise la défaite deux choses. Il y a deux possibilités. Tiens bon, c'est superficiel, t'es encore là, t'es pas mort. Alors il est mal en point hein, quand même. Hein. Je la trouve triste en fait cette carte. Il est tout seul là sur son bout de glacier au milieu des flots. Donc j'aurais envie de lui dire, tiens bon, le continent il est juste à côté, ou tu as un autre bloc de glace ici que tu peux rejoindre. Tiens bon, c'est que superficiel. Bon, après, que superficiel, tu vois, il est quand même pas super en forme. Mais tiens bon. Et puis d'un autre côté, le conseil que je pourrais lui donner, s'il est trop acculé, tu vois, c'est lâche prise. Lâche prise, laisse aller et va vers ta destinée qui est d'aller vers l'ailleurs, quoi, vers l'après, tu vois. Donc c'est une carte pour moi qui... C'est pas qu'elle me cause de l'appréhension, mais c'est qu'elle me fait toujours réfléchir à des choses assez profondes dans ce jeu, alors qu'un 5 d'épée, d'habitude, me fait pas réagir comme ça. Mais celle-ci, voilà, tu as deux options, c'est soit tu tiens bon, tu te dis que c'est superficiel, que tu vas rebondir, parce qu'il est encore debout, il a encore la niaque, ou alors tu dis, bah en fait... renonce, choisis de renoncer, lâche prise et va vers ta destinée, va vers l'ailleurs. Voilà. Voilà pour les deux conseils que je pourrais lui donner. On termine sur une note pas très joyeuse, mais voilà. Bah écoute, qu'est-ce que t'en penses toi de ce que je t'ai partagé dans les cartes? Si t'as envie de faire une réponse vidéo aussi au tag de Yéna, bah, je t'invite à le faire. Et puis si t'as envie de me partager des ressentis par rapport à ce qu'on s'est dit, ça peut être tout sympa. Tiens, je te remets ma super tablée là de vilain là. Regarde, ça c'est fun. Voilà, on va se quitter là-dessus. Moi je vais aller prendre l'apéro avec eux là. Parce que je les kiffe bien ces trois-là. Je te dis à tout bientôt. Et puis passe une bonne semaine. Bye bye.